Nouvelle révélation, un mois et demi après le crash de l'A320 de la Germanwings. Andreas Lubitz, le copilote de l'avion, aurait procédé à des manœuvres suspectes pendant le vol aller entre Düsseldorf et Barcelone. Le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, vient de rendre un rapport d'étape. Détail dès le début de ce journal. Au Royaume-Uni, les candidats n'ont plus que quelques heures pour convaincre les indécis. Les électeurs sont appelés aux urnes demain pour des législatives qui ont rarement été aussi imprévisibles. L'économie est au centre des préoccupations. On en parle avec Karina Chabour dans quelques instants. Minuit, c'est l'heure limite pour Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien doit présenter ce soir son gouvernement au président Rivlin. Mais sa majorité est très fragile, alors peut-il échouer ? Nous en parlons avec notre correspondant à Jérusalem dans quelques instants. Bonjour à tous, merci à vous d'avoir choisi France 24. On commence donc avec ces nouvelles révélations. Un mois et demi après le crash de l'A320 de la Germanwings dans les Alpes françaises, le Bureau d'enquête et d'analyse vient de publier un rapport d'étape et on apprend qu'Andreas Lubitz a peut-être répété son geste pendant le vol aller. En tout cas, des manœuvres suspectes ont été détectées à plusieurs reprises. Claude Sampère. Un mois et demi après le crash de l'A320 de Germanwings, on commence à avoir de nouveaux détails sur les circonstances de l'accident. On apprend aujourd'hui, d'après un rapport du bureau enquête-analyse, que le copilote Andreas Lubitz avait eu une attitude étrange lors du vol aller Düsseldorf-Barcelone. Selon le BEA, lors de ce vol aller, le copilote, seul dans ce poste de pilotage, a à plusieurs reprises sélectionné temporairement le niveau d'altitude 100 pieds. En clair, il donnait l'ordre à son avion de s'écraser. Le copilote a fait ses manipulations, le commandant de bord était sorti du cockpit, ces manipulations n'ont pas eu d'effet sur la trajectoire de l'avion, donc le commandant de bord n'a rien vu pendant ce temps-là, et quand il est revenu dans le cockpit, le copilote avait réaffiché une valeur d'altitude normale sur ce pilote automatique, donc il n'y avait plus rien d'anormal, donc le commandant de bord n'a pas pu se rendre compte de quoi que ce soit. Pour le moment, il est impossible de savoir si le copilote a voulu écraser son appareil à l'aller ou s'il répétait simplement sa manœuvre, notamment pour tester les réactions du commandant de bord. Préparation de son geste pour le retour ou peut-être tentative de le faire à l'aller. On le saura en recoupant les informations des tours de contrôle, des centres de contrôle et des paramètres de vol. Ce premier rapport du BEA montre en tout cas la détermination du copilote et sa volonté de projeter son appareil sur les montagnes avec tous ses passagers. L'actualité en France, c'est aussi cette affaire de fichage des élèves musulmans à Béziers qui provoque beaucoup de réactions et d'indignation. Le maire de Béziers, Robert Ménard, élu avec le soutien du Front National, a été entendu pendant plus d'une heure ce matin par la police judiciaire de Montpellier. Le procureur de Béziers avait ouvert hier une enquête préliminaire pour tenue illégale de fichiers en raison de l'origine ethnique. Olivier Martin. À bord de cette voiture, Robert Ménard quitte l'hôtel de police. Les enquêteurs du SRPJ l'ont entendu pendant plus d'une heure. Il ne fera aucune déclaration. Hier déjà, sa mairie a été perquisitionnée. Les policiers cherchent à déterminer si l'élu a fiché les élèves de sa commune selon leur religion. Hier, le maire de Béziers s'est défendu de telles pratiques, mais milite pour des statistiques ethniques. Oui, je vous le répète, il faut faire des statistiques ethniques. J'ai toujours été favorable. Vous avez totalement compris. Et je pense que la gauche est d'une hypocrisie dans cette affaire monstrueuse. L'enquête judiciaire a été déclenchée après les propos tenus par l'élu sur un plateau de télévision. Robert Ménard évoque un décompte des élèves musulmans dans les écoles de Béziers. Des propos qui suscitent des réactions virulentes à gauche comme à droite. Ces pratiques sont illégales, elles sont contraires aujourd'hui à notre droit, donc elles n'ont pas lieu d'être. On en est à ficher les enfants. Ces gens sont devenus fous. Et il faut naturellement durement réprimer l'attitude de M. Ménard. C'est-à-dire durement réprimer ? Je suis partisan du fait, comme la loi le permet, que le gouvernement démette M. Ménard de ses fonctions. Habitué des mesures polémiques, Robert Ménard est désormais confronté à la justice. Le fichage ethnique, s'il est établi, est passible de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. François Hollande fête ses 3 ans aujourd'hui à l'Élysée. Le 6 mai 2012, il avait divisé son quinquennat en 2 phases. Le redressement pendant 2 années, puis la redistribution 3 ans après son élection. L'économie française peine à se redresser. L'une de ses promesses était de faire baisser le chômage, qui reste pour l'instant toujours
à la hausse. Rarement les électeurs britanniques ont été aussi indécis. 45 millions de personnes sont appelées aux urnes demain pour des législatives. Les candidats ont jusqu'à ce soir minuit pour faire campagne. Le scrutin, en tout cas, sera très regardé par les financiers de la City car les enjeux sont avant tout économiques. Karina Chabour, bonjour. Merci d'être avec nous. David Cameron, lui, défend son bilan. Il dit vouloir finir le job. Textuellement, peut-on parler de miracle économique à l'anglaise? Écoutez, à première vue, oui, car l'économie britannique croît plus rapidement qu'ailleurs en Europe, 2,8% l'an passé, là où, souvenez-vous, elle avait été particulièrement frappée par la crise de 2008. Un déficit public réduit de moitié en 5 ans à 5%, même si malgré l'austérité, il reste l'un des plus élevés d'Europe. Enfin, plus de 2 millions d'emplois créés dans le secteur privé en 5 ans, un taux de chômage réduit à 6,1% l'an passé et qui est d'ailleurs passé sous la barre des 6% en début d'année. Alors les chiffres assez bons, mais tout n'est pas rose évidemment. Karina, quel est le revers de la médaille? En effet, puisque cette croissance finalement elle est à crédit, elle est tirée essentiellement par la consommation et l'endettement particulièrement élevé outre-Manche. Quant au déficit, on l'a vu, il a été réduit, mais via une cure d'austérité drastique, baisse des prestations familiales, des allocations logement, baisse des salaires et coupe, vous le voyez dans la fonction publique, 743 000 postes de fonctionnaires supprimés, c'est 15% de l'effectif global, dont 156 000 dans l'éducation nationale, et ce au moment où les frais d'inscription dans les universités ont bondi au cours de ces années. Et puis, quant aux bons chiffres de l'emploi dans le secteur privé, ils sont surtout liés au développement de ces petits jobs mal payés, ces contrats 0 heure, qui sont d'une flexibilité maximale pour l'employeur, mais qui ne garantissent aucun minimum en termes d'heures et de salaire pour les employés, ou encore la multiplication des travailleurs indépendants. Alors, sans parler de la pauvreté qui, elle aussi, s'est accentuée, et les inégalités territoriales entre Londres et le reste du pays, les inégalités sociales également. D'ailleurs, les travaillistes n'ont cessé de les dénoncer au cours de cette campagne. Voilà pour le bilan de David Cameron. Qu'en est-il de son programme et d'ailleurs aussi de celui de son principal adversaire, Ed Miliband, le travailliste? Alors sur le fond, les deux candidats sont d'accord pour dire qu'il faut continuer à baisser ces déficits publics qui restent élevés. Maintenant, c'est sur la manière et sur le style qu'ils se différencient. Je vous propose de les écouter. Je suis devenu Premier ministre à un moment où il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Et je garde partout avec moi cette note laissée par le ministre des Finances. Il n'y a plus d'argent. Voilà la situation dont j'ai hérité. Et donc on a dû prendre des décisions difficiles. Je ferai tout ce que je peux pour protéger le système de santé. Je me battrai autant que possible pour les familles modestes. Je me battrai autant que possible pour ce pays et faire mieux que David Cameron. Alors sur le fond, pour le camp des conservateurs, pas question d'augmenter les impôts, c'est vraiment le cœur de la campagne. Le seul impôt nouveau, ce serait cette Google Tax, vous savez, un impôt qui serait imposé sur les multinationales qui exercent sur le territoire britannique, mais c'est dans l'air du temps. Côté travailliste, en revanche, pas question de couper davantage dans les prestations sociales. Vous savez, ils veulent lutter contre ces inégalités précisément. En revanche, ils proposent de nouveaux impôts sur les plus riches, notamment ceux qui gagnent plus de 150 000 livres par an. Ils veulent également imposer les résidences principales de luxe et augmenter légèrement l'impôt sur les sociétés qui est particulièrement attrayant outre-Manche. Et puis il y a aussi une autre volonté des travaillistes, c'est celle de faire en sorte que la City ne soit plus un paradis fiscal. Enfin, dernier thème sur lequel ils se distinguent nettement, c'est sur ce référendum sur une possible sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, voulu par les conservateurs, refusé, rejeté par les travaillistes, car cela coûterait très cher à l'économie britannique, jusqu'à 14 points de PIB. Et ce qui explique en partie pourquoi les milieux d'affaires qui traditionnellement sont acquis aux conservateurs pourraient être incités cette fois-ci à voter pour les travaillistes. Merci beaucoup Karina Chabour. Alors travailliste ou conservateur, quel programme économique va remporter la bataille? On le saura demain, donc après ces législatives au Royaume-Uni. Merci à vous. On prend maintenant la direction d'Israël où Benjamin Netanyahou n'a plus que quelques heures pour former son gouvernement et pour le présenter au président Rivlin. Une course contre la montre car sa majorité ne tiendrait qu'à un fil. Alors peut-il échouer? On voit cela avec Gallagher Fenwick, notre correspondant à Jérusalem.
C'est désormais une option tant les tractations de dernière minute vont bon train et semblent compliquées au vu de ce qu'en raconte la presse israélienne, même si a priori à ce stade Benjamin Netanyahou aurait, et j'emploie le conditionnel, réussi à acquérir l'adhésion du foyer juif de Naftali Bennett, le camp sioniste religieux qui lui manquait et donc qui ramène les 8 sièges dont Benjamin Netanyahou a besoin pour avoir les 61 sièges nécessaires pour pouvoir gouverner à la Knesset, le Parlement israélien, une adhésion remportée grâce à des offres généreuses faites à ce parti, notamment le ministère de la Justice pour l'une des membres les plus populaires du parti, et puis probablement d'autres offres également, mais toujours est-il qu'il va falloir attendre que cette liste soit présentée de manière formelle, comme le veut la loi électorale israélienne, au président. Dernier délai fixé par la loi électorale israélienne, minuit ce mercredi soir pour faire cela. C'est dire si la pression est immense à ce stade sur les épaules du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Réponse donc à minuit ce soir. En Tunisie, des centaines de personnes à Djerba aujourd'hui pour le pèlerinage juif de la Griba, du nom de la plus ancienne synagogue d'Afrique qui se trouve sur l'île tunisienne. Un pèlerinage placé sous très haute surveillance cette année, après l'attentat bien sûr qui a visé le musée du Bardo à Tunis, c'était à la mi-mars. Un pèlerinage qui a déjà été visé par un attentat, c'était en 2002, attentat suicide au camion piégé qui avait été revendiqué par Al-Qaïda et qui avait fait 21 morts. Dans l'actualité africaine également, le Burundi, où le gouvernement a entamé sous la pression internationale des discussions informelles avec les opposants. Les opposants à un 3e mandat du président Nkurunziza. Objectif, trouver une issue à la crise politique qui menace de plonger le pays dans le chaos. Mais aujourd'hui, de nouveaux affrontements ont eu lieu à Bujumbura, la capitale. Donc la situation reste très tendue. Selon un nouveau bilan du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 40 000 Burundais ont fui le Burundi, direction le Rwanda, la Tanzanie ou encore la République démocratique du Congo. Allez, je vous propose maintenant d'aller à Alger grâce au film de Merzak Alouache, Les Terrasses. C'est le 15e film du réalisateur algérien. Il sort aujourd'hui sur les écrans français. Un film mosaïque sur donc les terrasses d'Alger. 5 terrasses, 5 appels à la prière, 5 histoires. Vous allez le voir avec Laure Manin. Les terrasses de Merzak Alouache sont bien plus que cela. Elles sont des lieux de vie, reflets de la société algérienne dans ses contrastes et ses contradictions. 5 terrasses, 5 quartiers d'Alger, 5 tranches de vie qui se dévoilent sur une journée. Il y a un homme torturé, une fillette dont l'oncle fou est enchaîné, une musicienne qui répète, des squatteurs menacés d'expulsion et une femme perturbée. Des terrasses qui servent de révélateurs. Elles sont le symptôme des dysfonctionnements de la société algérienne. Je travaille sur des gens qui sont au bord de la violence, qui vont vers la violence. Et c'est peut-être aussi pour tirer une espèce de sonnette d'alarme sur les risques qu'il y a aujourd'hui en Algérie, avec aussi une décennie de violence extrême et où les problèmes ne se sont pas réglés. Les problèmes ne sont pas réglés et où on sent qu'il y a eu comme une espèce d'amnésie. Le film est bien une fiction, mais Merzak Alouache a fait de ces terrasses des miroirs dans lesquels il invite les Algériens à se regarder. On croyait que le combat du siècle était terminé, le boxeur américain Floyd Mayweather, victorieux de Manny Pacquiao. Mais voilà, le boxeur philippin aurait caché une blessure à l'épaule. 2 Américains portent plainte et le combat continue donc devant la justice cette fois. Explication Olivier Boulinck. Manny Pacquiao continue de prendre des coups. Après sa défaite contre Floyd Mayweather, c'est maintenant sur le terrain judiciaire que le boxeur philippin va devoir se défendre. 2 Américains réclament des millions de dollars de dommages. Ils reprochent à Manny Pacquiao d'avoir caché une blessure à l'épaule avant son combat à Las Vegas. 2 semaines avant le combat, mon épaule allait de mieux en mieux. Mais je n'ai pas pu récupérer à 100%. Le Philippin est également menacé de poursuites pour parjure. Il n'a pas signalé sa blessure sur son questionnaire médical.
Je ne l'aurais sûrement pas autorisé à combattre, et ce, pour de nombreuses raisons, mais d'abord pour le protéger lui, et puis parce que je ne pense pas qu'il pouvait être à son niveau habituel avec cette blessure. C'est sûrement pour cela que le combat du siècle a été si décevant et que Floyd Mayweather n'a eu aucun mal à venir à bout de son adversaire. Pacquiao, son manager et l'entreprise de promotion Top Rank devront s'en expliquer devant la justice du Nevada, car il y a beaucoup d'argent en jeu. Les billets se sont vendus entre 1 500 et 10 000 $. Même la retransmission à la télévision était payante. En tout, le match a généré pas moins de 400 millions de $. Il est à ce jour le combat le plus cher de l'histoire de la boxe. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur France 24.